Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, eh bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. La suite de ce vélo podcast avec la thématique un peu l'autre mois de juillet. François Pierre, l'autre mois de juillet, c'était aussi la Race Across France avec un magnifique accent, tu vois quand je le dis quand même. François Pierre avec notre invité, je te laisse le présenter. Eh ben, on le connaît bien, Jocelyn Rioux, journaliste à Eurosport. Salut Jocelyn. Salut Jocelyn. Salut les gars. Bon, Jocelyn, toi c'était pas diffusé à la télévision malheureusement. Je pense que ça aurait été même plus sympa que le Tour de France vu la dernière semaine qu'on a eue. Mais t'as eu pas mal de péripéties, tu vas nous raconter parce que au final on t'a suivi sur Twitter. Alors sur cette course, on va dire, sur ce parcours, t'as eu pas mal de soucis, notamment à la fin. Raconte-nous un peu. Ouais, bah pour une fois j'avais changé de casquette de journaliste avec vous d'habitude à analyser un peu ce qui se passe. Là, j'étais coureur, j'étais sur le vélo avec un dossard. Ah, et Jocelyn, je te coupe quand même 2 secondes, excuse-moi. La Race Cross France, juste. La Race Cross France, c'est un truc de dingue quand même. Ouais, voilà, parce que je pense que ça reste quand même assez peu connu de ceux qui nous écoutent. Donc c'est 2500. Bah, il y a plusieurs formats, mais moi j'ai décidé de faire l'extrême. Bah oui, bien sûr. Donc c'est 2500 km en solitaire et sans assistance, donc avec les sacoches sur le vélo. Ça existe aussi en plus court, en 300, 500, 1100. Ouais, mais bon, en c'est pas assez. équipe, et même certains avec assistance, donc avec des voitures qui les suivent et qui les aident, etc. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire le plus long, donc partir de Cannes, à Mandelieu-la-Napoule précisément, direction Le Touquet dans le nord de la France. Ah, c'est pour ça que tu t'es arrêté en fait, tu voulais pas le Touquet? Ouais, non, j'aime pas le Touquet. Non, franchement, ça me faisait plaisir d'aller jusque là-haut. Et donc on montait le Ventoux, puis dans les Alpes on faisait Alpes d'Huez, Sarenne, Lautaret, Galibier, Iseran, Cormet-de-Roseland, les Saisies et le col de la Colombière. Ça me fait avec mal aux jambes. aussi, et encore là c'est vraiment les cols référencés parce qu'il y en a plein. Là je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits cols à 800, 1000 mètres qui sont bien casse-pattes. Donc franchement il y avait tout ça au programme. Donc je suis parti le vendredi 23 juillet en soirée parce que c'est pas drôle sinon on part le soir à 21h. Et voilà, première nuit, incroyable, genre tu découvres vraiment ce que dans quoi tu te lances. J'arrive au pied du Ventoux avec 300 km, 26,5 de moyenne je crois, un truc comme ça, 26 de moyenne, en ayant dormi 15 minutes seulement. Ah ouais. Même pas et dormi 300 d'ailleurs. bornes à combien de dénivelé? À 300 bornes c'était déjà je sais plus, mais un beau dénivelé d'ailleurs, hein, parce que on pense que c'est dans les Alpes qu'il y en a pas mal, mais là c'était dans l'arrière-pays et il y avait déjà un sacré beau dénivelé. Et donc vraiment ouais, assez dur. Et encore les 15 minutes de sommeil dont je vous parlais, c'était je me suis mis dans une cour en fait. Il faisait un peu froid le matin vers 3-4 heures et j'ai mis des jambières. Du coup je me suis arrêté mettre les jambières et je me suis posé au sol 15 minutes. J'avais un petit sac de couchage mais je l'ai même pas sorti. Je me suis juste allez vas-y allonge-toi. Le gars il rentre de boîte de nuit, il se couche. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait il y a 2 chiens qui aboyaient dans la cour parce qu'ils ont senti que j'étais là. Et en fait quand ils ont aboyé, il y a la proprio qui est sortie de chez elle en mode ah les chiens pourquoi vous criez? Et là, elle m'a vu allongé par terre et elle fait mais vous faites quoi vous? Et moi, je dis oh non, vous inquiétez pas, je mets mes jambières et je repars. Et donc je suis reparti, j'ai fermé les yeux 10 minutes quoi. Bref. Et donc hop, je repars et tout, mon Ventoux, pour ceux qui l'ont déjà fait, mythique avec des sacoches. Début de chaleur, heureusement, il était 10-11 heures, je pense, donc ça allait. Mais alors, gros vent là-haut, par contre, énorme vent. Tu prends quel versant? Donc, Après le chalet Reynard. on monte par Bédouin, donc jusqu'au chalet Reynard, après la fin classique, et on redescend par Malocène. Moi, je connaissais Bédouin, je l'avais monté il y a vraiment 6-7 ans, donc j'étais encore plus jeune que je ne suis aujourd'hui. Je l'avais monté plutôt vite, plutôt vite, le temps parle de lui-même. Là, j'ai mis 2h10 cette fois-ci avec les sacoches et tout, ce qui est pas mal pour un mec qui a des sacoches et déjà 300 bandes dans les pattes. Mais nous, les sacoches, on les a sur le ventre. C'est différent. Mais ce qui paraît très très long quand t'es dans une course comme ça, en fait. Quand tu sais qu'il te reste 1800 bornes en haut. Ouais, tu dois te gérer quand même. Ouais, en fait, tu dois te gérer, mais en même temps, t'es content d'arriver en haut, tu vois, donc... Et donc c'est vraiment dur et t'es tout seul. Il y a du monde, tous ceux qui montent le Ventoux au quotidien, mais t'es tout seul de la course, tu vois. Moi j'avais quasiment personne devant derrière quoi. Donc au final t'es pas dans la course à te dire je vais rattraper quelqu'un ou tout ça, donc tu montes. Voilà, tu montes. J'ai mis pied à terre au chalet Reynard pour boire un coup, me remettre un peu dedans et refait la fin, mais la fin était vraiment dure avec le vent.
Bon, tu restes pas très longtemps en haut, hein, tu fais vite fait la photo du panneau, et là tu redescends, mais la descente Malocène, je connaissais pas, j'avais juste vu sur le tour quand le tour est descendu par là. Et on m'avait dit, ouais, ça peut aller à 100 à l'heure et tout. Et donc j'ai dû faire 85 ou quelque chose comme ça, pas loin de 90. Mais vraiment, j'ai pris aucun risque parce qu'il y avait des rafales de vent. Vraiment, ça fait un moment que je fais du vélo. En descente à 80 à l'heure, quand t'as des rafales comme ça, il y en a un qui devant moi qui en a pris une, ça l'a un peu déstabilisé. Je me suis dit, oh là là. Et donc ça, c'est des trucs, tu te dis, ouais, quand tu fais une sortie normale, tu montes le Ventoux, tu redescends, bon, t'arrives à ta voiture en bas, c'est pas très grave. Mais là, tu te dis, mec, il te reste tout ça à faire, quoi. Donc si tu pètes la figure ici, si t'as un problème ou quoi, t'es mal, quoi. Donc, mais là, justement, parce que toi, t'es quand même dans une course. Alors, c'est une course ultra longue distance. C'est une course où tu dois, en fait, limite rouler le plus doucement possible pour aller le plus loin possible, mais aussi rouler assez vite. C'est intéressant, comment tu gères ça dans la gestion de l'effort? Parce que finalement, tu montes le Ventoux. T'as tous les gars qui montent le Ventoux, mais qui montent que ça dans la journée. Toi, t'as déjà fait 300 bandes derrière, t'en as plus de 1500 devant, et encore 2000 devant toi. T'as un truc de dingue à faire. Comment tu gères ton effort un peu? Est-ce que tu te regardes que toi? C'est difficile de te concentrer sur toi-même? En fait, c'est très intéressant parce que moi, clairement, par exemple, jusqu'au les premiers kilomètres, même le Ventoux et tout après, j'avais pas trop de gestion. Je me suis dit, vas-y, tu roules. Il y a 2 points importants dans la course. Il y a des bases de vie, en fait, où t'as le droit de déposer un sac en amont et où il y a des bénévoles qui t'attendent pour un peu manger, un peu boire, un peu de présence, tu vois. Donc la première était au bout de 500 et l'autre de 1100, ce qui correspond en fait aux arrivées des plus petites distances. Et donc du coup, moi je m'étais mis quand même en tête celle de 500 pour la première journée et celle de 1100 pour un peu plus tard. Mais c'est un repère quand même en termes de gestion. Je m'étais dit, bon, vu l'heure qu'il est et tout, est-ce que je vais y arriver, etc. Mais c'est vrai que les gens qui te doublent, moi il y a des mecs qui vont doubler, il y en a 3-4 qui vont doubler dans le Ventoux. Les mecs qui montaient à 15 à l'heure ou j'en sais rien, moi j'étais à 9-10, c'est sûr que je les ai pas suivis. Mais par contre, sur la fin, un mec qui montait un tout petit peu plus vite que moi, je me suis un peu accroché pour regarder le sillage, parce que psychologiquement ça t'aide quand même vachement. Mais effectivement, il y a cette gestion, il y a d'autres coureurs qui eux ont vraiment monté à leurs mains, ont monté plutôt vite. Après moi pour le coup, ce que tu disais c'était intéressant, c'est rouler lentement mais beaucoup. Et en fait moi j'ai pas du tout appliqué cette stratégie là. Je roulais pas vite parce que tu peux pas dire que tu roules vite ces allures là, quoi. Mais je roulais à ma main, quoi, bien, sans penser qu'il restait 2000 bornes, sans penser tout ça. Tant que les sacoches me pesaient pas trop. Alors dans les bosses j'ai accepté quand même de rouler lentement, tu vois. Dans le Ventoux j'étais à 9, 10, 8,5, voilà, j'ai accepté. Par contre sur le plat, quand j'avais un peu vent dans le dos, sur le plat quand même il y avait vent de face, mais j'avais des prolongateurs sur le guidon. En mode triathlète, ouais. Ouais, en mode triathlète, et du coup et pour le coup des bons prolongateurs où je pouvais vraiment me reposer. Donc déjà physiquement c'est bien parce que ça te fait un point d'appui différent et ça te soulage quand même vachement les bras, etc. Et puis après quand t'es coursier, quoi, et que tu peux envoyer un peu des watts et tout, je m'amusais quand même pas mal à faire ça. Et donc du coup il y avait pas trop de cette gestion. Moi j'étais plus dans rouler vite à ma main, quoi, et faire pas mal de pauses par contre pour avoir cette capacité à rouler vite. Donc manger, boire, juste me reposer parfois 5-10 minutes à une terrasse comme ça, m'asseoir. Mais voilà, il y a des gens par contre qui roulaient vraiment très très lentement, on va dire à 20, 23, 24, mais qui s'arrêtaient jamais, quoi. Mais ça, moi je suis pas encore capable de faire ça, donc voilà. Ouais, ça c'est avec l'expérience. Et du coup ça s'est compliqué par la suite, Jocelyn, parce que à ce moment-là tout se passe bien. C'est vrai qu'on suit ton périple, même sur Twitter on voyait à chaque fois une photo chaque soir ou chaque matin, ou chaque matin très tôt. Je pense moi en matinale je t'ai vu une fois là-dessus avec une petite photo, je crois que c'était le Ventoux d'ailleurs. Bref, ça m'a fait un peu il y avait sourire. même un petit groupe WhatsApp. Ouais exactement. J'ai essayé de donner des infos un peu partout sur les réseaux. C'est vrai qu'un petit tweet, une petite photo sur Instagram, et après sinon un petit groupe WhatsApp pour donner le plus d'infos possible. Et donc les Alpes se passent plutôt bien, franchement j'étais assez surpris. Et à la sortie des Alpes c'était un peu mon kiff, quoi. C'était des routes beaucoup plus droites, certes un peu vallonnées, mais bon, qui me convenaient, donc j'étais content. Et j'arrive mardi soir je dors à la Belle Étoile, hein, comme 2-3 fois j'ai fait ça, dormi à la Belle Étoile. Je repars 5h du mat et tout, donc ça pique, hein. Et j'arrive là, au château de Chambord. Là t'as remonté la Loire, t'es arrivé dans le Loiret, c'est ça, après Orléans. Ouais exactement, donc là je passe sous Orléans, j'arrive à Chambord, donc petite photo devant le château, parce qu'on passait vraiment devant le château, c'était super. Donc là, tu vois, je prends pareil 5 minutes, j'avais un peu mon rituel, 5 minutes, j'avais une quiche Lorraine dans la poche, tu vois. Je mange une demi-quiche Lorraine en écoutant, je pense, la demi-finale de basket 3x3 France-États-Unis au JO. J'appelle ma copine en disant, alors, du coup, le Touquet, ça se rapproche, comment vous y allez et tout. Bref, on discute, je repars.
en me disant bon, je suis bien, franchement il est 11h, tu vois, c'est la belle heure, il fait bon, j'ai mangé, je suis bien. Et là j'arrive à Blois, à l'entrée de Blois, rond-point, et je suis sur une petite piste cyclable qui arrive dans le rond-point, et la voiture à côté de moi, on regarde tous les deux à gauche, il y a personne dans le rond-point, on y va. Et au moment où la voiture démarre et moi je continue à rouler, et bah elle me touche et je tombe. Donc ça s'est pas passé à grande vitesse, hein, 10, 15, 20 peut-être, je sais pas. Et donc du coup accident, je suis vite sur mes pieds moi, mais mon vélo est traîné sur quelques mètres, il doit sans doute passer sous une roue parce que vu l'état, il y a des trucs qui ont volé et du coup en fait je me retrouve tout de suite sur les pieds en me disant ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et donc du coup très rapidement j'appelle mes proches et je préviens mes proches en disant que je suis tombé, que bah en gros pour moi la course s'arrête là parce que le vélo, en fait tout de suite j'ai regardé, bon le vélo mort, il y a un bout de fourche qui avait volé, la roue était plus accrochée sur le vélo et tout. Mais moi incroyable, le casque il a pas tapé. Bon, j'ai encore un petit peu mal aujourd'hui un peu partout, mais la chute quoi, mais j'ai rien. Parce que tout de suite je sens que j'ai rien de cassé. T'es tombé sur quoi? Parce que tu dis que t'es resté sur tes jambes, mais je comprends pas trop comment t'as fait. Enfin, t'es tombé quand même, non? Ouais, j'ai cogné. Parce que je peux te dire que le bras est bien, voilà. Bien abîmé. Il y a des choses qu'on tapait, tu vois, mais j'ai pas d'énormes plaies, j'ai quasiment pas saigné par exemple, tu vois, juste un peu le coude, mais et c'est ça qui est impressionnant, c'est que je sais pas, j'ai dû rouler un peu, bah ça m'a fait penser au judo parce que c'était léger aussi, mais je pense que j'ai dû en fait vraiment parer en fait et bien tomber, parce que je me suis très rapidement retrouvé sur mes pieds. Et je me souviens avoir crié comme un putois sur l'automobiliste. Et du coup j'étais debout en fait. C'est ça qui est fou, c'est que je suis tombé parce que j'ai tapé le sol, mais je me suis très vite retrouvé debout. Donc en fait j'étais heureusement sur la droite il y avait des petits poteaux pour délimiter le rond-point. Heureusement que j'ai pas touché ça parce que sinon ça aurait pu être vraiment gravissime. Et en fait je me suis retrouvé debout, comme je vous le disais avant l'antenne, par chance il y avait quelqu'un dans la file des voitures derrière moi qui me connaissait. Le hasard de fou parce que bon à Blois je connaissais personne, mais en l'occurrence c'est quelqu'un qui me suivait sur Twitter, Nicolas, s'il écoute je le salue, et qui est tout de suite qui arrive et qui fait ça va Jocelyn, et moi je fais quelqu'un qui me connaît. Donc du coup il dit ouais non je te suis sur Twitter, je sais que tu fais la raf et tout, mon père est vélociste, t'inquiète on va t'aider et tout. Donc déjà moi rassuré de fou parce que sur le coup y a pas ta vie qui défile mais un peu quand même, déjà il y a la course, tout de suite je comprends que je tirerai pas plus loin. Bon, en tout cas ça va être compliqué, donc j'appelle ma copine, mon père, mon frère en me disant je suis tombé. Alors eux je les ai affolés de fou, normal. C'est l'euphorie quoi. Et heureusement l'automobiliste est resté quand même, il s'est excusé et dit au début il dit je roulais pas vite, c'est un peu le mal des chutes, en disant en fait c'est pas la vitesse, les gens pensent souvent que c'est ça, mais non. C'est pas la vitesse là, c'est un coup d'œil dans le rétro qui manquait clairement. Alors il y a l'infrastructure qui fait quand il y avait une piste cyclable en arrivant dans le rond-point, et quand t'arrives dans le rond-point il y a plus rien, il y a plus de marquage au sol, il y a plus de et en fait ça le problème, j'en veux un petit peu à l'automobiliste qui a pas regardé évidemment, mais je me dis que tant qu'à faire essayons de progresser et que ça marchera à Blois comme ailleurs ou comme partout ailleurs. Et tu te dis pourquoi il y a une piste cyclable qui arrive dans le rond-point et pourquoi il y a rien dans le rond-point, et il y en a il y a une piste cyclable qui ressort du rond-point. Et du coup le rond-point il sert à quoi en fait, parce que l'infrastructure routière ne sert à rien, enfin ne protège pas le cycliste. Le cycliste il arrive dedans, il est perdu, il est noyé au milieu de la masse de voitures, de camions, etc. Et clairement j'ai très mal au cœur pour mon vélo, mais même l'automobiliste qui me dit c'est que du matériel. Et en fait moi sur le coup c'est la course qui s'arrête là quoi. J'étais 10ème de la RAF quand même, ce qui est ouf, sur une centaine à peu près, et j'ai navigué souvent entre 13, 20ème, bon le classement était anecdotique à ce moment-là parce qu'il restait encore tellement de route, mais bon juste avant j'ai appris l'abandon du vainqueur sortant parce que pas très bien, pas plus lucide par exemple. C'est ça aussi qui m'a un peu rendu fou, c'est que ça arrive d'être plus lucide sur la RAF parce que c'est des grandes distances, parce que tout ça et tout, mais moi j'ai toujours bien dormi. J'ai fait des nuits de 4-5 heures, on en discutait tout à l'heure sur la technique, sur la stratégie un peu. Moi j'ai décidé de rouler vite mais de me reposer. Donc franchement la veille au soir à 9h j'ai fait un resto les gars, j'ai fait entrée plat. J'ai fait tomate mozza en entrée, pas de bolo le midi, servi par la chef rapidement et tout, ce que j'avais appelé en amont, en disant j'arrive dans une demi-heure, est-ce que vous pouvez me faire ça et tout. Mais j'étais posé au resto, tu vois. Donc j'ai vraiment, j'en ai vu sur le bord de la route qui mangeaient des trucs à l'arrache, qui dormaient 5 minutes à droite à gauche, et qui forcément à un moment tu perds ta lucidité ou tu vas moins vite. Mais moi j'avais décidé. Tu t'es quand même fait des McDo, faut le dire aussi, tu peux le dire quand même. Ouais, mais j'en ai fait que un. Le gars il se fait une course de 2500 bornes et il s'arrête pour faire gros McDo. C'est un truc. Tu sais que moi au début c'est marrant, c'est un McDo, c'est une petite anecdote, mais il y en a
plein dans l'ultra distance en fait qui téléchargent l'appli McDo ou la carte des McDo parce qu'en fait c'est un truc que t'as beaucoup en sortie de ville, en entrée sortie de ville là où on passe, c'est ouvert très souvent longtemps, tôt ou tard. Il y a des prises de courant, il y en a partout, mais à McDo il y en a facilement, on peut facilement les trouver pour charger, parce qu'on a besoin aussi, vu qu'on est en autosuffisance, on a besoin de charger le compteur, le téléphone, etc. Donc c'est des petites choses en fait, mais t'es servi rapidement. Bon certes, moi la bouffe c'est pas des trucs qui me plaisent, mais c'est vrai que bon, quand t'as besoin d'énergie, parfois ça peut être utile. Ah ouais. Mais moi je t'avoue que j'étais pas fan, je m'arrêtais plus pour trouver un peu cet îlot de fraîcheur, en sachant que voilà, t'es pas sur un resto où tu vas embêter, parce que c'est vrai que quand t'arrives en habit de vélo, en plus, tu vas dans un resto, c'est pas très agréable. Les gens, tu sais, parfois ils sont bien sapés et tout, toi t'arrives en habit de vélo, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je fais là? Mais bon, bref. Et voilà, donc quand je tombe, c'est vrai que tout de suite, il y a des gens qui m'ont dit, par message, ou même les pompiers et tout, la lucidité et tout ça. Et franchement, moi j'étais nickel, je savais qui était champion olympique de telle ou telle discipline. Non mais tu vois, mon frère il m'envoyait régulièrement des textos pour me dire ce qui se passait sur les différentes disciplines. Quand je l'appelais, je me posais, on discutait. Franchement, j'étais au courant de tout, tu vois, j'étais serein et tout. J'ai dormi 4-5 heures la nuit. C'est pas évidemment pas une nuit réparatrice, mais j'avais dormi, j'avais mangé. Donc tu vois, c'est ça qui me frustre vraiment, c'est que j'aurais pu ne plus être lucide. J'aurais pu vraiment faire une erreur terrible. Et j'ai descendu l'Iseran de nuit à minuit et ça s'est très bien passé parce que j'étais lucide et parce qu'il y avait personne sur la route. Et là tu dis vraiment c'est en 3 secondes tout s'effondre. Alors moi frustré pour la course, frustré pour le vélo évidemment, ça reste que matériel. Et franchement quand je vois l'état du vélo, et ceux qui écoutent pourront le voir sur les réseaux, sur mon Twitter et tout, je me dis que si c'était mes jambes à la place de la fourche, voilà, je serais sans doute, je serais peut-être là encore, mais sans mes jambes ou sans mes bras ou j'en sais rien. Donc, je touche du bois et je suis content pour ceux qui le savent, j'ai une petite fille à la maison, donc je suis content de rentrer, de voir la petite à la maison et que tout se passe bien, quoi. Faut quand même expliquer que tu chutes donc à Blois, le gars il te relève et là tu mets la course, c'est mort. Sur Twitter, tu annonces plus de vélo, et là, qu'est-ce qui se passe? T'as Decathlon qui te répond sur Twitter et qui te dit il y a un vélo qui va vous attendre en magasin à Blois, vous allez pouvoir repartir. C'est un truc de dingue. C'est ouf. En fait, assez rapidement, en fait, le vainqueur du 1100 km, de la distance en dessous, on a roulé ensemble à un moment dans la course, dans l'Iseran. Et on discute et tout comme ça. Et sur Instagram, une fois qu'il gagne, tu vois, on s'envoie un petit message. Il me donne son numéro en me disant si ça va pas et tout, parce que c'est un truc de fou que tu fais, appelle-moi. Donc quand je chute, en fait, je l'appelle. Je lui envoie un petit message et tout. Je fais mec, je suis tombé, c'est n'importe quoi et tout. Il me dit ok. On discute, il me rappelle, il fait mec, on va te trouver un vélo. Et donc en fait c'est parti de lui, il a commencé à activer un peu tous ses réseaux et tout. Moi par message du coup sur le fameux groupe WhatsApp et à mes 2-3 copains qui suivaient l'aventure, je leur ai dit bon les gars, si vous en retrouvez un, je repars. S'il y en a pas, c'est pas grave, je suis mal quand même, mais et donc voilà, Decathlon qui me dit ça, donc je dis j'y vais, tu vois. Et donc en fait il y a quelqu'un pareil que je connaissais pas qui s'appelle Victor, qui est un copain de Nicolas qui m'a déposé à l'aller, qui vient me chercher à l'hôpital. Un truc de fou, ensemble on va au magasin de cycle où il y a mon vélo cassé pour récupérer tout ce qui est Garmin, etc. Après on va à l'hôpital, on va à Decathlon chercher le nouveau vélo. Donc là les mecs m'attendent, ils ont monté le Garmin, les prolongateurs, ils ont fait les sacoches, tout est monté sur le vélo. Et de là en fait j'appelle l'organisateur pour lui demander si je peux repartir, s'il est ok. Et lui il me dit ouais vas-y, pas de soucis. Donc il faut juste que je retourne à l'endroit où je suis tombé en fait, que je retraverse Blois à vélo dans l'autre sens pour reprendre la trace. Et moi franchement je lui avais proposé directement en fait. Je lui ai dit si je repars de l'endroit où je suis parti, parce que l'esprit un peu Race Cross France et ultra distance, c'est en fait t'as une trace GPS, tu peux la quitter pour aller manger, boire et tout, mais par contre tu reviens toujours au même endroit pour faire la trace. D'accord. Et donc du coup moi je m'étais dit pas de soucis, je traverse Blois dans l'autre sens, je repars du point où je suis tombé. Donc je fais la petite photo au point où je suis retombé, je repars. Avec donc un vélo qui était pour l'anecdote en Campa, alors que moi j'étais en Shimano, donc c'est des petites choses, mais sur le coup tu sais même plus comment tu passes la vitesse, qui était plus ou moins de ma taille, mais bon ça après tu peux pas trop, donc c'est pas difficile à ce moment-là, on va dire. Les prolongateurs ils étaient tordus, mais ça c'est la chute, tu vois, ils étaient tordus, donc j'avais les bras, quand je mettais les bras sur les prolongateurs j'avais les bras tordus. Et donc je commence à pédaler et tout, je me dis bon ça va, franchement ça va, tu vois, j'aurais pu être pire et tout. Et là je fais une erreur, c'est que j'aurais dû m'arrêter dans une pharmacie, prendre des petits anti-inflammatoires et surtout une bombe de froid. En fait j'y ai pas pensé, moi je me suis dit bon vas-y pédale jusqu'à tant qu'il fait jour. Donc j'ai pédalé franchement 70 bornes, je sais pas trop exactement, juste tant qu'il faisait jour. Et à tomber de la nuit j'avais des petites ressources dans mes poches pour manger, donc à tomber de la nuit je m'arrête dans un abribus, je mange
Et en fait, en 30 minutes de décompression, ma cheville elle triple de volume. Ah ouais. Et mon genou était déjà très gonflé, mais j'avais pas mal. Et là, je me suis dit, voilà, mais t'as pas de médoc, t'as pas de froid, t'es tout seul dehors. Qu'est-ce que tu as à faire, tu vois? Et donc, bah là, j'ai appelé quand même mes proches et je leur ai dit, bon, là, je suis quand même un peu. Je suis pas très dans bien. la panade et tout. Il me reste 750 bornes. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que l'arrivée, ça aurait été 100 km plus loin, je l'aurais faite. Enfin, j'y serais allé. Et il y a la deuxième chose à prendre en compte, c'est que moi, je m'étais fixé, en fait, une semaine, plus ou moins quelques heures pour finir, parce que en fait j'avais des contraintes professionnelles en tant que journaliste le week-end suivant, et j'avais pris, en gros j'avais accepté des piges et donc il fallait que je sois au travail à Paris samedi matin et franchement si j'avais pas eu ces contraintes et que j'avais eu jusqu'au délai imparti qui était le lundi soir, je pense que j'aurais fini à mon allure, très lentement, mais j'aurais fini. Pour ma santé, ça aurait peut-être pas été très bien. Mais trop grosse douleur, t'as eu quoi comme problème physique du coup sur la cheville? Ouais, ma cheville gauche, j'ai dû desserrer la chaussure au maximum, ça tenait plus dedans quoi. Ah ouais. Le genou droit gonflé, et en fait, je me suis rendu compte les jours suivants qu'en dégonflant, ça m'a fait très mal. Sur le coup, j'avais pas mal, c'est ça qui est fou aussi, c'est que souvent on te le dit, les pros le disent quand ils tombent, les amateurs aussi, mais c'est pas sur le coup, c'est le lendemain, c'est 2 jours après. Et en fait, j'avais très peur de la nuit et du réveil du lendemain. Parce que déjà, quand tu dors chez toi, t'as mal, mais quand tu dors dehors, qu'est-ce que ça va être, quoi. Donc en fait, je pense que le psychologique aussi joue, et là-dedans, je me suis dit, oh là là, ça va être comment demain, sachant que j'avais vraiment rien sur moi de trousse de soins, on va dire. À part des pansements, mais ce qui me servait pas à ce moment-là. Donc du coup, ouais, un peu inquiet. Donc bah finalement, j'ai décidé, et je pense que la raison était celle-là, et la raison était même de m'arrêter à Blois, à l'hôpital. Et c'est vrai que bon, la course est tellement folle, et pour le coup le soutien était tellement important sur les réseaux, franchement de tout le monde. J'ai reçu des messages de gens, je savais même pas qu'ils savaient que je faisais cette course. Voilà, ils ont suivi ça, ils ont vu l'élan de solidarité aussi, donc c'était dur de dire non, quoi, de dire ah bah merci, c'est gentil, mais non, je vais m'arrêter. Donc et puis voilà, puis juste pour conclure, il y a une cause que je défendais qui était l'association SOS Préma, qui donc est une association qui aide les parents de prématurés, soit d'une manière logistique en mettant en place dans les hôpitaux des lits, des choses comme ça, ou sur le plan plutôt psychologique avec un suivi, une écoute, etc. Et donc moi je suis papa d'une petite prématurée, d'une grande prématurée, mais qui était née toute petite, Agathe. Et voilà, dans ma tête, je me disais quand même que ça faisait sens aussi d'aller au bout, parce que ma fille s'est battue pendant 75 jours à l'hôpital pour s'en sortir. Aujourd'hui, ça va très bien, mais voilà, il y a ce combat derrière, et je me disais quand même au fond de moi que même si je sais que personne ne m'en veut et que tout le monde est très fier et très content de ce que j'ai fait, au fond de toi tu te dis voilà, l'objectif c'est ça, tu peux pas t'arrêter avant, quoi, à part vraiment si tu peux plus, quoi. Et même en ayant mal, je me dis bah au final t'es sur tes 2 pieds, tu vois, t'as rien de cassé, tu peux pédaler. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est des choses, mais même ma main qui me faisait mal pour tenir le guidon, ça rien que tenir le guidon. Tu voulais le faire pour ta fille, c'était aussi ça, quoi. Ouais, voilà, exactement, pour ma fille, pour l'association en général et tout, bah. Et puis voilà, une fois que t'es parti, je considérais que voilà, fallait aller au bout. Surtout, ce qui est frustrant en plus, c'est que, comme je disais, si ça avait été vraiment une erreur de ma part, où je sentais que j'étais trop faible pour aller au bout, que j'avais trop mal aux jambes, trop mal à je sais pas quoi, et que je pouvais pas aller au bout, bah je m'en serais voulu à moi-même en disant que c'était un manque de préparation, manque de ceci, manque de cela. Et là vraiment, ce qui est frustrant, c'est qu'on t'enlève vraiment ce que t'avais envie de faire, quoi. Comme si on t'empêchait, quoi. Absolument, ouais. C'est ce côté un peu où tu ne peux rien faire, t'es impuissant face à ça. C'est ça qui est très frustrant, et moralement c'était dur. C'est bah t'as l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose sans vraiment que tu puisses lutter, quoi. Donc c'est vraiment ça qui est dur. Après voilà, le temps passe et on fait avec, mais c'est vrai que le plus dur au-delà du physique, parce que fort heureusement j'ai rien de cassé, et il va falloir des jours pour que ça revienne dans l'ordre, mais ça va. Mais moralement c'est vrai que c'est dur quand tu vois tous les coureurs arriver petit à petit, ceux qui étaient autour de moi dans le classement, plus ou moins loin, tu les vois arriver au Touquet, fort heureusement pour eux, sans problème, et tu te dis bah voilà, j'aurais dû arriver ce jour-là. Je sais que j'ai envoyé à mon frère l'heure à laquelle je pensais arriver, je lui ai envoyé un SMS en disant bah on aurait dû être au Touquet, quoi. Mais c'est une frustration, forcément. Bon, en tout cas, c'était passionnant, hein, Jocelyn. Maintenant, il y a une question qu'on se pose quand même, tout le monde se la pose, je pense, c'est est-ce que tu vas le refaire? Alors les paris sont ouverts. Non, je sais pas. Enfin, en vrai, bah, c'est évidemment la question que je me suis posée, j'étais dans l'ambulance, je pense. En vrai, je sais pas si la Race Cross France en elle-même, je la referais dans ce format-là, dans tout ça, parce que en fait, c'est très contraignant personnellement.
les entraînements pour s'y préparer. Et quand tu fais 400 bornes pour aller à Nantes, tu pars 13-15 heures sur ton vélo, faut que ta famille elle accepte aussi, quoi. Donc déjà la faire une fois c'était contraignant quand même, avec le travail, avec tout ça. Donc c'est plus ce côté-là en fait, c'est pas la course en elle-même qui m'a énormément plu, franchement j'ai trouvé ça j'avais un peu peur forcément en y allant, j'ai trouvé ça super. Après je me dis que si c'est pas la RAF, ça sera peut-être autre chose et que ça va peut-être ouvert juste les portes de d'autres défis, pas forcément en course d'ailleurs, ça peut juste être solo ou avec ma famille, avec des potes à vélo, mais plutôt voilà sur de la longue distance, sur des trucs un peu plus fou, pas que la RAF parce que c'est déjà fou, mais plus fou qu'une simple sortie ou une simple course FFC qu'on fait traditionnellement. Donc peut-être pas la RAF, ou aussi la RAF, peut-être pas en 2022. Ou peut-être un autre format de la RAF avec peut-être seulement 1100 km ou autre chose, quoi. Ah, je sais pas, parce que en fait, une fois que tu passes. En fait, c'est vrai que j'y ai pensé à 300. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait la 300, à 500? Pourquoi t'as pas fait la 500? Et en fait, une fois que tu passes à Annecy, qui est le 1100, et que tu vois que les gens me répondent bien et que fondamentalement, t'es pas si mal, tu te dis, autant aller au bout. Franchement, maintenant, c'est pas tout plat, mais bon. T'as fait le plus dur, quoi. Et moi, c'est vraiment c'est la deuxième partie qui me plaisait le plus. Donc non, pas 1100. Moi, au contraire, je ferais peut-être que les 1400 derniers, il faut que je trouve quelqu'un pour faire les 1100 premiers. Mais non, mais effectivement, y en a beaucoup qui m'ont dit ce n'est que partie remise. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à me le dire. Mais bon, je pense c'est pas la première fois que je suis tombé, hein. Je suis toujours remonté sur mon vélo, donc j'attends juste d'avoir un nouveau vélo de course parce que celui-là est broyé. Mais quand j'en aurai un nouveau, je pense que j'y réfléchirai de plus près. Merci beaucoup, Jocelyn, de nous avoir raconté cette histoire. On sent quand même que pas que ça te pesait, mais que t'as besoin de le raconter quand même. C'est-à-dire que t'as quand même vécu une aventure de dingue et des souvenirs de dingue. T'as vécu des souvenirs de dingue. Et on sent quand même que t'as cette frustration, t'avais besoin de le raconter, quoi. Ouais, c'est vrai que en fait, quand t'es tout seul sur ton vélo, déjà tu penses à beaucoup de choses. C'est très long. 24 heures dans une journée, on se dit toujours c'est pas assez long ou on peut pas faire assez de choses. Quand tu dors 4 heures en tout, ça te fait quand même 20 heures où t'es conscient, on va dire, que tu pédales ou pas, ou que tu sois arrêté à manger. Mais ça te fait un paquet de temps où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, est-ce que ce que je fais au quotidien c'est bien, tu sais, c'est des petites choses. Et donc forcément après il y a les paysages, il y a tout ce que tu vois, et franchement j'ai pris très peu de photos. Alors j'ai eu de la chance, il y a 2 copains qui sont venus me prendre en photo, mais j'ai pris très peu de photos, très peu de vidéos de ce que j'ai vu, parce qu'en fait même si c'est cool de le partager aux gens, je pense que à une photo que tu prends de ton téléphone, c'est un paysage, tu vas demain toi avec ta voiture, tu prends la même photo. C'est vraiment en fait moi ce que je peux vous raconter là à travers ce podcast, et je vous cache pas que je suis en train d'écrire un petit article qui sera plutôt un roman vu la taille du truc. Mais et même tu vois l'enregistrer à l'audio, parce que je sais que la voix fait passer des émotions qu'il y a pas à l'écrit, et la vidéo et c'est marrant, dans le groupe WhatsApp il y a des gens qui disaient alors Netflix a acheté les droits pour raconter ta course et tout. Mais c'est vrai qu'en fait au début je voulais qu'il y ait une caméra qui me suive. Je pensais pas que ça allait se finir comme ça, mais même parce que je pense que la course est vraiment hors norme en fait. La course est hors norme, t'as des émotions, mais il y a des jours je m'arrêtais, j'appelais mon frère ou même ma copine, il disait mais faut que je rentre et tout, c'est nul, j'avance pas et tout. Et un quart d'heure plus tard, je roulais à 40 à l'heure en disant mais c'est trop bien ça et tout. Et vraiment, tu passes par tous les stades, toutes les émotions. Et au final, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent quelque chose en faisant la RAF, de l'ultra-distance, qui cherchent dépassement de soi, les limites qui peuvent se fixer et tout. Et moi, au début, et même maintenant, en fait, il y a pas du tout ça. Moi, c'était la course, finir, faire plus le kiff du vélo, quoi. Vraiment le côté sportif. Mais en fait, une fois que t'es dedans, ouais, voilà, t'as une relation un peu avec ta vie, avec tout ce que t'as vécu. T'es face à toi-même, au quotidien. C'est un peu t'es ça. face à toi-même. Ouais. Et vraiment, tu te demandes en fait ce que tu fais au quotidien. Tu te poses pas mal de questions sur le quotidien. Après, ça dépend évidemment de chacun, de l'âge de chacun. C'est vrai que c'est intéressant aussi. L'âge, la façon de pratiquer le vélo. Il y a des gens, par exemple, à un moment, je me fais doubler par Sylvain Georges. Petite anecdote, après, je vous saoule pas avec. Sylvain Georges qui me rattrape, et c'est le vainqueur de la catégorie 2500 avec assistance. Et donc, Sylvain Georges, ancien pro, etc. Moi, en tant que journaliste, évidemment, je le connais, je l'ai vu à la télé. Depuis, j'ai eu la chance de discuter un peu avec lui. Ancien G2R, ouais. Absolument. Et donc, il me double. J'étais accompagné d'un mec qui faisait sans assistance, comme moi, on discutait. Et le mec, il voit Sylvain Georges arriver, il lui dit ah ça va et tout, t'es premier du 2500 et tout. Ouais. Et moi tout de suite je dis ah ça va Sylvain et tout. Et l'autre il me dit mais c'est qui?
Moi, je dis, bah, c'est Sylvain Georges quand même. Il était pro chez AG2R et tout. Ah ouais, bon, je sais pas qui c'est. Et c'est marrant parce qu'en fait, on fait la même course, on est dans la même galère, même difficulté. Alors, la préparation est différente, l'âge des participants, etc. Mais t'as une façon de vivre le vélo qui est totalement différente. Là, le mec qui faisait avec moi, il avait 1 an de vélo derrière lui. J'ai un copain qui faisait le 1100, il a 1 an et demi de vélo derrière lui. Et en fait, il y a tellement de façons différentes. Le premier, Omar Di Felice, qui a gagné, il est pro en ultra distance, lui. Donc, par exemple, lui, il a dormi 7 heures en 5 jours. Et tu as été à la lutte avec lui? Ouais, pendant 3 heures, mais. Mais c'est marrant, mais en fait, c'est que des petites choses comme ça. Mais j'ai croisé Eric Le Blaché, ancien pro aussi, qui, pour nous, qui connaissons le vélo et qui avons. On n'a pas badé devant eux, mais voilà, on les a vus à la télé. Je trouve ça super de pouvoir rouler avec eux. Et en même temps, à côté, t'as des gens qui font du vélo, presque du vélo taf à toute l'année, et qui connaissent pas ces mecs-là, et qui s'en foutent d'ailleurs, qu'on n'a rien à faire. Mais je trouve ça génial parce qu'on est tous dans la même galère, et on discute tous ensemble, il y a une très bonne ambiance, et je trouve ça super. Et c'est le vélo, franchement, j'ai retrouvé un vélo que j'aime, et qui m'a manqué un peu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des courses, mais c'est vrai que quand tu mets un dossard derrière, et que tu te bats pendant 2h30, 3 heures pour une victoire, t'as pas le temps de parler, t'as pas le temps de discuter, de savoir ce que t'as fait la semaine, de savoir comment, je sais rien, tu vois, la façon de voir le vélo. Et je trouve que cette façon de voir le vélo, c'est intéressant de pouvoir la partager. Et je trouve que l'ultra distance, c'est parfait. Ça tombe très bien ce que tu dis, Jocelyn, parce que c'est aussi l'un des buts de Vélo Podcast, et on va conclure sur ça. C'est que dans Vélo Podcast, on parle, oui, des cyclistes pros, mais on a aussi l'envie, quand on a lancé ce podcast avec François Pierre, on a eu l'envie de parler pas seulement des pros, mais aussi d'autres vélos, d'autres formes de vélos, et la Race Cross France. François Pierre, je pense que tu es d'accord avec moi pour le dire, c'est quand même ce vélo plaisir aussi qu'on aime transmettre, quoi. C'est ce pourquoi le vélo est un peu universel entre guillemets, tu vois, c'est comme il disait Jocelyn, c'est ceux que tu croises parfois, que tu fais signe, tu sais, c'est la personne qui a 50 ans, qui fait du vélo depuis 25 ans mais qui regarde pas forcément le Tour de France. Je suis d'accord avec lui, ça montre voilà le fait que le vélo ça parle à tout le monde, qu'on soit petit, grand, et je trouve ça beau ce qu'il dit, et il a raison, quoi. Si cette course apporte ça, c'est un peu l'essence même du vélo, et c'est pour ça qu'on aime bien ce sport en fait. Du coup, on vous donne rendez-vous sur la RAF, vous deux, ou pas? Moi, alors ce que t'as fait, je pense pas, je pourrais pas le faire. En revanche, les autres, si je m'entraîne avant... Guillaume passe sous un tunnel. Guillaume passe sous un tunnel. Non, en vrai, je te le dis quand même, franchement, quand je t'ai vu le faire, ça me titille un peu, mais il faudrait, parce que on n'a pas la pratique de base. Toi, t'as quand même été 300. Un très très bon... Mais 300, ça me pourrait me tenter pour commencer, mais toi, t'as quand même une pratique de vélo de base qui est quand même bien supérieure à la nôtre. Mais c'est vrai qu'après... mais c'est ce genre de vélo que j'adore aussi, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que moi, il y a des podcasts aussi, celui d'Arnaud Manzanini, Ultra Tall, qui est l'organisateur de la RAF, qui forcément, pour tous ceux qui l'ont écouté au moins une fois, motive, donne envie, donne des idées, et j'espère que ce podcast donnera peut-être des idées, ou en tout cas des envies, mais vraiment, faut pas se dire... je vais pas y arriver. Alors, évidemment qu'il faut avoir une pratique, on peut pas y arriver avec 0 km et ne pas savoir où on met les roues, mais vraiment, faut se dire que l'ultra distance, il y a le mot course, etc., mais pour beaucoup, c'est le plaisir. Pour beaucoup, c'est rouler à plusieurs. C'est pas trop autorisé parce que normalement c'est en solo, donc on est à 100 mètres les uns des autres. Mais il y a vraiment ce partage au départ, à l'arrivée, quand on s'arrête manger à droite à gauche. Et vraiment, il y a un coureur de 75 ans, Hervé Talabardon, qui a fini le 2500 km sans assistance, 75 ans. Et je trouve ça quand même complètement dingue. Et pour info, c'est le père de Yannick Talabardon, ancien professionnel. Ah, d'accord. Ouais, oui, absolument. Ancien du Crédit Agricole, je crois, lui. Absolument. Et, et voilà. Ça me rappelle mon adolescence. Et il y a des gens qui ont plus ou moins de pratique, comme je disais, il y en a qui se présentent au départ avec même pas un an de vélo, que ce soit quelle que soit la distance d'ailleurs. Mais un an de vélo, alors comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai commencé le vélo, j'avais 3-4 ans, j'étais dans le ventre de ma mère, donc moi le vélo, la pratique en ultra distance non, mais le vélo en lui-même, je connais presque par cœur. Donc et pourtant ça n'empêche pas les gens de s'y éclater, de faire des erreurs, sans doute, de trop dormir, pas assez, de trop manger, pas assez, etc. Mais c'est comme ça que t'apprends aussi, et chacun après trouve son kiff ailleurs. La limite par exemple sur les 2500, c'était 10 jours. Le premier il l'a fait en 5 jours et demi. Mais rien ne t'empêche d'aller au bout des 10 jours, et ceux qu'on fait en 10 jours, ils sont sans doute encore plus fiers et plus contents, et ils ont trouvé leur plaisir au bout des 10 jours. En fait, il y a ceux qui veulent faire la course pour arriver les premiers en 5 jours, et ceux qui veulent juste se terminer et qui en seront bien contents. Et puis, exactement. Là où il a raison, Jocelyn, et même toi aussi Guillaume, c'est que
comme il dit, c'est qu'il y en a qui font du vélo que depuis un an, et moi je m'en suis rendu compte quand j'étais plus jeune, les premiers cols que j'ai montés, au final, j'avais que de la pratique, c'est à rouler avec les copains, allez, un peu moins de 100 km chaque samedi matin, tu vois, c'était pas énorme, mais au final, les cols, je les ai montés, et tu te dis, en fait, c'est pas grand chose, tu te dis, par rapport à des entraînements de pro, mais au final, tu te fais une petite caisse, et ça peut suffire, parce qu'un col, on sait bien comment ça se passe, c'est 5 km, t'es cramé, et après, c'est que du mental. Mais finalement, chacun son allure après, hein. C'est un peu ça qu'il faut se dire aussi, quoi. Mais en tout cas, ouais, puis là, ce que t'as dit, et on conclut là-dessus, les gars, vraiment. Le mental, c'est très important. Le mental, je veux dire, sur 2500, c'est archi important, parce que de toute façon, quand les jambes vont plus, il faut bien que ta tête les suive. Et encore, moi, j'ai pas eu de problème de jambes. J'en reviens toujours pas comme au bout de 1700 km, j'avais pas mal aux jambes, mais bref. Mais la tête est importante dans l'école quand t'es tout seul, quand il fait 40 degrés. On a eu une journée vraiment très chaude. La tête, c'est important. Et quelle que soit la distance, les gens, ils le disent tous, mais au début, en fait, même moi, sur 2500, je me disais, mais le mental, mais oui, d'accord, le mental, mais je vais craquer forcément un moment, ça va pas aller tout le temps et tout. Et évidemment, ça va pas tout le temps. Mais ça revient. Et donc vraiment, le mental est très important. Et en fait, quelle que soit la distance, quel que soit ce que tu fais, t'en ressors toujours fier de toi quand même. Et mentalement, tu te dis que une fois que t'es capable de faire 1700 ou 2500 pour ceux qui sont allés au bout, c'est quand même un gros truc, quoi. Tu sais que t'as passé une barrière quand même psychologique et mentale. Donc ouais, même si je me suis arrêté, j'ai moins ça de fierté pour moi. Et après ta performance, je pense que tu rejoindras du coup Peter Sagan l'année prochaine chez Total pour l'aider à regagner Paris-Roubaix. En poisson pilote avec Anthony Turgis. Emmène Turgis d'abord. Juste, on va conclure. T'as cité des noms que j'aimerais bien citer aussi et souligner un petit peu. Éric Le Blaché, déjà, qui a été un des participants de la Race Cross France. C'est quelqu'un avec qui on a essayé de rentrer en contact pour qu'il vienne dans Vélo Podcast ces derniers mois. Ça n'a pas été tout à fait simple, parce que ce mec-là, il demande trop d'argent. Non, pas du tout, on rassure. Ce mec-là, c'est juste un taré, en fait. C'est-à-dire qu'une semaine avant la Race Cross France, il s'est fait un trail, un ultra trail. Il s'est fait un ultra trail de plus de combien de bornes, plus d'une centaine de bornes, je crois, en course à pied. 120, ouais. 120 bornes en course à pied, ultra trail, une semaine seulement avant la Race Cross France. Et juste avant, il avait gagné l'ultra vanoise à vélo 400 bornes. C'est un mec on parle de cyclisme, ce mec-là était professionnel, Crédit Agricole notamment, début des années 2000. Et en fait, il est parti dans un autre cyclisme, et un cyclisme, je pense, où il trouve beaucoup plus de plénitude que quand il était professionnel. Et c'est aussi ça qui est beau. Et un autre nom, c'est Arnaud Manzanini, qui est l'organisateur de la Race Cross France, qui a été, je crois, Jocelyn, tu peux me le dire, dans la Race Cross America aussi, qui a été le meilleur français, ouais. C'est ça, ou le meilleur européen, ou un truc comme ça. Ouais, effectivement, il a fini la rame. Je pense que c'était en fait l'un des premiers français, ou en tout cas l'un des meilleurs, effectivement, et il a importé un peu le concept en France et en Europe en faisant la Race Cross France. C'était la 4e édition d'ailleurs, c'est assez récent, mais quand on voit l'engouement, au début il était 30-40 la première édition, et là on était déjà 100 rien que sur la 2500 sans assistance, et en tout il y avait 600-700 participants en tout, donc ouais, gros clin d'œil à Arnaud Manzanini qui organise tout ça, et à tous les bénévoles. C'est important aussi de le dire, mais sans les bénévoles, il y a pas de course, même si là il y a pas de signaleur à tous les carrefours, heureusement. Mais dans les quelques bases de vie, et même sur le parcours, parfois il y a des gens qui sont là pour nous encourager, qui sont un peu bénévoles, ou qui contrôlent plus ou moins ce qui se passe, ou qui sont là en cas de problème. Et c'est des petites choses, mais voilà, les gens ils sont là toute la nuit, que t'arrives à 2h du mat ou à midi, il y a du monde, il y a des gens qui te font des pâtes et tout, enfin je trouve ça ouf. Et merci à eux, parce que c'est des petites choses. Moi j'ai discuté avec eux, j'étais trop content, moi je racontais ma vie et tout. Vous savez que j'aime bien parler en plus, donc non. Donc moi je trouve quelqu'un qui m'écoute, je lui parle, hein. Donc voilà, franchement merci aux bénévoles. Merci à toi en tout cas. Merci à toi Jocelyn d'être venu. Donc la Race Across France, Arnaud Manzanini, Éric Le Blaché, voilà, on les salue aussi, tous les participants qui ont participé à cette Race Cross France, Sylvain Georges aussi, même si c'est avec assistance, c'est un tricheur, mais c'est pas grave. Voilà. Non, bon, on a fait très très long ce podcast. Je regarde le chrono en même temps.
Bah après, Voilà. Bon, à la base, on s'était dit une dizaine de Guillaume, minutes. souvent on dit que quand c'est long, c'est bon. Donc c'est bon, parfait. Quand c'est long, c'est Voilà. bon. Bon, on improvise. François Pierre, on a l'habitude d'improviser. On va pas couper, on va tout mettre, tout ce qu'on vient de se dire là pendant plus de 40 minutes, pratiquement 40 minutes avec Jocelyn. Et vous pourrez écouter tout ça tranquillement, bien au chaud, et C'est prendre clair. le temps d'écouter parce que, en fait, c'est un peu frustrant de devoir couper certaines choses, vu comment l'histoire est dingue, et je pense que t'en auras encore à raconter, quoi. C'est clair, c'est clair. On fera d'autres parties, les gars. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette,